Taïga, steppe, toundra, des milliers de lacs. Avec ces espaces vierges, la Sibérie a offert ses noms propres à la géographie du monde. Je pars pour remonter le temps sur plusieurs milliers de kilomètres, depuis le lac Baïkal jusqu'aux montagnes de l'Oural, frontière symbolique avec l'Occident. Sans sabre, je voyage dans le sens opposé, emprunté par les Cosaques partis conquérir la Sibérie. Je veux partager les instants de vie avec ceux qui habitent depuis toujours ici. Au rythme du transsibérien, je longe Sa Majesté le Baïkal. J'aime voyager en train, surtout ici, en Russie. À 5 fuseaux horaires de la capitale, je vis comme tous à l'heure de Moscou. Dans un tel pays, rien n'est vraiment ordinaire. On n'y rencontre pas de simples individus, mais des destins. Face à l'étendue blanche du plus grand et du plus profond lac du monde, je reçois de plein fouet le mythe de la Sibérie tout entière. J'ai rejoint la caravane des chasseurs de phoques. Elle quitte le kolkhoz Pobieda, emmenant avec elle tout le nécessaire pour survivre un mois sur la glace. Un peu de vodka pour se réchauffer le cœur, sans oublier de trinquer avec le dieu Bourkhan, afin d'obtenir sa protection. Avec les chasseurs, je roule 300 km vers le sud. Le voyage n'est pas sans danger. Le jour, l'atmosphère se réchauffe. C'est le moment. Les phoques sortent de leurs trous pour se chauffer au soleil. L'hiver, le Baïkal n'est plus un lac. J'admire un véritable glacier enchâssé entre les montagnes. Ces hommes sont les seuls autorisés à tuer jusqu'à 6000 phoques chaque année. Cette chasse est indispensable au maintien du bon équilibre de la population animale. Avec la crise, les chasseurs vivent dans la misère et ils ne tuent que 2 à 3 000 bêtes par saison. De toute façon, leur kolkhoz ne possède ni la technologie ni le marché nécessaire pour traiter un plus grand nombre de peaux. C'est notre travail, chasseur de phoques. À chacun le sien. Tout ça, c'est traditionnel. On ne peut pas l'abandonner. Il faut le faire de manière raisonnable. Merci Anton, Volodia et Boris de m'avoir permis de vous accompagner. Je file vers le nord et remonte la vallée de Chimki. J'ai pris de l'altitude et ici, le vent a balayé la neige. Dans chaque village, on a l'impression qu'il n'y a pas âme qui y vive. Mais en marchant au milieu des maisons, je rencontre Sacha. Et avec lui, j'échappe au cycle infernal de la vie. La majorité de la population russe est chrétienne. Mais nous, les Bouriates, nous sommes bouddhistes. À l'époque soviétique, notre culte était bien entendu interdit et le monastère derrière moi avait été détruit. Du temps des soviets, tous nos rites se déroulaient en cachette.
Après l'écroulement du régime communiste en 1990, des datsan et des églises ont été reconstruits et tout est redevenu comme avant. Je ne rêve pas. Je suis en Sibérie et non pas au Tibet à Lhasa. Depuis très longtemps, nous avons conservé notre religion de génération en génération. Je tiens tout cela de mes grands-parents. Et moi, je continue. Et plus tard, grâce à nous, cela va continuer pour nos enfants. Le bouddhisme existe ici depuis la nuit des temps. Sacha m'apprend que le bouddhisme et le chamanisme sont intimement liés. Au milieu des sources sacrées, je regarde ces bouts de tissu sur lesquels sont imprimées des formules implorant la bénédiction des dieux. Le vent les caresse et les disperse dans l'espace. Encore une nouvelle incantation. Intrigué, je n'ai plus qu'une envie, rencontrer un chaman. Je crois tout savoir. Le chaman est consulté pour obtenir la guérison, des réponses ou pour accompagner l'âme d'un défunt dans l'autre monde. Grâce à Sacha, je suis prêt pour assister à une séance d'exorcisme. Ton problème est grave ? Mes chevaux sont très nerveux en ce moment, ce n'est pas normal. J'ai l'impression qu'on leur a jeté un sort. Tout va sans doute mieux pour les chevaux de Sacha. Direction la maison, Elena nous prépare un repas familial, une recette locale. Je prépare un plat traditionnel bouriat. J'utilise de la viande, de porc et de bœuf. On peut aussi prendre du mouton. Je vais passer tout cela au hachoir et ajouter de l'ail, de l'oignon et du poivre. Je n'y connais rien en cuisine, je préfère m'occuper des chevaux. Si à chaque rencontre ma soif est étanchée, j'ai une faim vorace, celle d'en savoir plus et d'aller plus loin. Je continue mon chemin en Mi-8, fabrication soviétique.
Bercé par les vibrations de cet engin que je connais bien, direction Torakem, dans les monts Sayan. À Torakem, comme partout en Sibérie, on étend son linge dehors. Une façon originale de le repasser. Astarojno, fais gaffe en russe. Même avec l'habitude de la neige, tout peut arriver. On m'a prévenu. Je peux avoir ici à nouveau le plaisir de rencontrer des éleveurs de rennes. Où allez-vous? Nous sommes plusieurs familles à vivre au bord du fleuve Yenisseï. Et combien de temps pour arriver à votre campement? Une journée entière. Moi aussi, je voudrais chevaucher un renne. Mais je dois rencontrer les autorités de la réserve naturelle d'Assas. Des officiels. Ce n'est pas ce que je préfère. Finalement, le chef est sympa. Il s'appelle Taras Tchourba. Chez nous, l'hiver est très rigoureux, car nous sommes proches des régions polaires. La température descend à moins 40, voire moins 50 degrés. En revanche, l'été est chaud, mais bien trop court. On ne peut pas dire qu'il y a eu un effet dû au changement climatique. Seuls les chamans sont capables de faire des prévisions. Sans hésiter, j'ai accepté d'accompagner Taras et ses collègues pour une virée. Destination, le lac Azak, pour une partie de pêche, donc du poisson. Une cabane, de la chaleur et sans aucun doute, à boire et à manger. Elle est solide, la glace? Ça fait 20 cm d'épaisseur. Il commence à faire très froid. Et après le jour de l'an, avec le gel, ça va descendre en dessous de moins 40. Et ça va encore épaissir. Là, on a relevé les filets et attrapé 5 poissons. Il faut reboucher les trous dans la glace et ensuite on retourne au campement. Alexandre m'entraîne jusqu'au campement des éleveurs de rennes. Ils n'ont que 2 bêtes utilisées pour le transport des marchandises. La dame aperçue à Torakem n'est pas là. En revanche, le tchoum et ses occupants sont accueillants. Direction la sortie et un vrai toit sous lequel nous attend un repas. Avec toute ma bande habillée en treillis, on est devenus plus que de bons amis. En Sibérie, on boit pour s'évader, mais aussi pour se réchauffer le corps et l'esprit. Et justement, après quelques verres, Alexandre chasse les mauvais esprits qui, de leur côté, ont déjà réussi à dissiper la brume des vapeurs d'alcool.
Das Vidania, Счастливо. Au revoir Taras, Yvan et Alexandre. Longue vie à tous. Grâce au chaman, j'ai rejoint sur un tapis volant les rives du fleuve Yenisseï. Un monument m'indique que j'ai atteint le centre géographique de l'Asie. Je suis à Kizil, capitale de la région de Touva. Comme souvent dans l'Empire russe d'aujourd'hui, la chute du mur n'a pas entraîné celle des idoles communistes. Au présent, le passé est toujours là. Lénine me montre le chemin et je retrouve Nikolai Ivanovitch, un scientifique. Nous possédons un environnement naturel très varié. Nous avons des montagnes, la toundra, la taïga, des steppes et même des régions désertiques. Bien sûr, nous avons des problèmes écologiques. Derrière nous, on voit ce brouillard, le smog, qui stagne au-dessus de la ville de Kizil. C'est le même phénomène au-dessus de chaque village à Touva. Toutes les maisons sont chauffées au charbon, et ce charbon a une haute teneur en carbone. La combustion du charbon est incomplète. Elle dégage des gaz et des particules qui s'échappent par les cheminées vers l'atmosphère. J'apprends tout juste que le chauffage au charbon est interdit depuis longtemps dans les villes européennes. Grâce aux ressources naturelles inépuisables de la Sibérie, ce n'est pas près de changer en Russie. Dans l'atmosphère de cette ville qui semble toujours vivre à l'heure soviétique, je désire m'imprégner de la culture traditionnelle de Touva. Spécialité locale, les chants de gorge dont Yuri Ivanovitch est l'un des plus fervents défenseurs. C'est très important de conserver les modèles de la culture, du folklore russe, qui sont menacés de disparition, car leurs représentants vieillissent inexorablement et meurent peu à peu. Je fais partie de l'ethnie des Raras. Notre petite république est située un peu au nord de celle de Touva. La langue de notre peuple, les Raras, ressemble à celle des Tatars et des Yakoutes. Nous possédons une physionomie également proche de la leur. Nous ressemblons aux habitants de l'Asie centrale. À Touva, il y a un véritable mélange de différentes populations. Nous avons non seulement conservé toutes nos cultures, mais également les modes de vie traditionnels de notre région. Chez nous, plus qu'ailleurs, l'élevage et l'agriculture ont gardé leurs racines ancestrales. Tu vas t'en rendre compte lorsque tu vas traverser Touva. Ici, c'est vraiment unique. Les gens vivent sans l'eau courante, comme avant. Ils habitent simplement dans des yourtes, l'été comme l'hiver.
On possède plus de 50 têtes de bétail et dans la steppe, il y en a encore plus. On vit ainsi. Malgré le froid intense, il faut vivre et travailler. Nos moutons, c'est notre richesse vivante. Avec mon chauffeur, nous sommes invités à boire la boisson traditionnelle faite avec du lait fermenté. À l'intérieur, tout le confort nécessaire. Et Olga nous montre fièrement les photos de ses petits-enfants. Je suis déjà parti depuis plus d'1 mois et je tente de respecter un plan imprévu. Toujours à l'heure de Moscou, je saute dans un transsibérien de passage, cap au nord. À Tomsk, Tchekhov me souhaite la bienvenue, mais lui n'a pas aimé la ville. Anton disait « Rien dans la vie ne vaut la peine de donner au diable la plus petite parcelle de son âme. » Merci Vladimir Ulyanov de ne pas avoir abîmé celle de Tomsk. Malgré les bouleversements de l'histoire, cette cité aujourd'hui jeune est toujours tolérante envers les cultures étrangères. Baptisé orthodoxe russe, je préfère pratiquer l'improbable plus que l'inexorable. Mais en revanche, je suis très attaché aux traditions de ce qui aurait pu être mon pays. Les églises ici, cela ne manque pas. J'apprends que le père Andrei, dirigeant la destinée des fameux vieux croyants de la région, m'attend. Je fonce à la rencontre du temps perdu et des barbus traqués en leur temps par Pierre le Grand. Quelle est la différence entre les orthodoxes et les vieux croyants? Chez nous, dans la véritable Sainte Russie, nous les vieux croyants, nous faisons le signe de croix avec 2 doigts représentant Dieu et Jésus-Christ. Les orthodoxes de l'Église officielle font ce même signe avec 3 doigts, symbole de la Sainte Trinité. Nous prions en disant « Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de nous, pauvres pécheurs », alors que l'Église officielle inverse les mots de cette prière. Les chants religieux orthodoxes classiques sont effectués à plusieurs voix, alors que nous chantons à l'unisson. L'ensemble du chœur chante, mais le son est celui d'une seule voix. Благодарю вас. Après avoir remercié sa sainteté,
En langue russe recherchée, je me rends à quelques kilomètres de là, à Tchornaya Rietchka, petite rivière noire. J'ai rendez-vous avec monsieur et madame Tatar. Ce peuple n'évoque pour moi que l'image du sabre destructeur d'Ivan le Terrible. En cherchant la maison de Raïssa et Boris, mon regard est attiré par une mosquée. J'y entre. Qui verra vivra. Nous, les Tatars, nous sommes très unis. Наши корни осваивали Сибирь. Иван Грозный, наверное, когда татар... Nos racines sont ici, en Sibérie. À l'époque d'Ivan le Terrible, les Tatars se sont scindés en deux groupes. Le tsar a expédié une partie en Crimée, au soleil, et l'autre il l'a envoyé en Sibérie, où ils ont fondé la ville de Tomsk. C'est donc finalement nos ancêtres qui ont créé cette ville. Il n'y a qu'un seul Dieu, mais il y a plusieurs religions. Chez nous, il y a des mariages mixtes. Les musulmans se marient avec des orthodoxes. Ça n'a pas d'importance s'ils vivent en respectant leurs parents. Tous vivent ici tranquillement avec leurs enfants. Une journée de folie. À 200 mètres de là, Irina et Ruslan se marient. Ça tombe bien. J'ai envie de rire et une fin de loup. Nous respectons les traditions russes, la religion russe, l'orthodoxie, le christianisme. Moi, je suis musulmane. Ruslan et moi, on s'est rencontrés il y a longtemps. Nous avons grandi ensemble, nous nous connaissons très bien. C'est pourquoi nous avons décidé de nous marier pour fonder une famille. J'espère que bientôt nous aurons un enfant. On veut beaucoup d'enfants. Nos invités nous offrent plein de cadeaux. On boit, on danse, les jeunes, les vieux, tous jettent des pièces de monnaie en l'air et ils cachent des billets de banque. Tout le monde le fait et nous, on doit ramasser tout cet argent. Ils nous souhaitent ainsi la solidité et la richesse pour notre couple. Cette richesse, c'est Dieu qui nous la donnera. Я помню, ты меня снимал. Si Dieu veille sur le bonheur d'Irina et de Ruslan, il n'a rien pu faire autrefois, ici, contre le diable. Sur ordre de Staline, le transsibérien ouvrait les portes du cauchemar pour des centaines de milliers de déportés. Gens aisés, intellectuels ou opposants supposés, de toute nationalité, ont connu la terreur dans les sinistres geôles du NKVD avant d'être condamnés. Je les imagine catapultés sur les rives du fleuve Ob. Beau poisson. J'en prends souvent des gros, parfois plus de 10 kilos. J'ai l'impression de rencontrer un rescapé du goulag. Anton m'invite à me réchauffer dans son univers habituel. Il fait très froid. Même la vodka gelée, c'est terrible. Je ne sais même pas quelle température il fait dehors. Tu crois qu'il fait combien? Moins 45 degrés sans aucun doute. La bouteille de vodka était au frais. Malgré ses 40 degrés, elle a quand même gelé. C'est sûr, moins 45. Cette vodka est vraiment de mauvaise qualité.
C'est devenu une habitude. On m'offre le meilleur à chaque fois. Du sterling finement découpé. Je n'ai pas froid aux yeux. Avec les parents d'Anton, j'entame une conversation sur un sujet brûlant. Tu as bien vu comme la nature est sauvage chez nous. C'est vierge. C'est pour cela qu'on les a amenés ici. Il n'y a aucun moyen de communication. On ne peut pas s'enfuir, nulle part où aller. Même Staline avait été exilé ici. À Nadim? Oui, tout près d'ici. Il n'est pas resté très longtemps à Nadim. Bien sûr. Lui, au moins, il s'est enfui. Beaucoup de déportés politiques se sont retrouvés dans cette région. Parfois, aujourd'hui, on peut utiliser des petits avions. Avant, il n'y avait rien. Il n'y avait que les chevaux pour aller jusqu'à Tomsk. Et l'été, on passait par le fleuve. C'était une immense prison, sans barbelés. Ça remonte. Seulement moins 39 degrés. Frigorifié, j'apprends un épisode passé sous silence pendant 60 ans. Une tragédie programmée ou un manque de coordination dans la chaîne du goulag. Sur ce fleuve gelé, l'île Nazino était devenue l'île aux cannibales. Staline, l'homme d'acier, y a fait débarquer 6000 éléments socialement nuisibles. Sans provisions ni outils, ils meurent de faim au point de s'entre-dévorer. Retour à une réalité beaucoup plus gaie. Faire son marché pour acheter du poisson fraîchement pêché. Qui aime le brochet? C'est bon à manger. Celui-ci, il coûte 500 roubles le kilo. À Parabel, j'ai rencontré Boris. Bien accroché, je l'accompagne sur le stade d'un des sports favoris l'hiver en Russie. Avec seulement 5 filets bien installés, on attrape 40 kilos de poissons par jour. C'est formidable et pas compliqué. T'as compris? Bien entendu, Boris m'invite à déjeuner. Rapidement, je me retrouve une fois de plus au chaud et en famille. Il faut boire à la santé de nos invités. Pas moi, je conduis. Ne lui en donne pas, il y en aura plus pour les autres. Parle-moi des poissons que vous pêchez. Les poissons considérés comme les meilleurs sont le sterling, l'esturgeon, l'anelma, mais l'anelma est très salé. Dans nos fleuves, on pêche des poissons magnifiques. Le brochet, le carassin, l'ocugne et bien d'autres encore. Suivant la profondeur, on trouve aussi le cendre. Sa chair est très tendre, très agréable. Le caviar d'esturgeon est très apprécié. C'est un véritable régal, un plat de roi. Je coupe la parole à Boris pour une nouvelle question sur le passé. Et Staline, il représente quoi pour toi? Pour moi, Staline était discipliné. Il faisait régner l'ordre. Tu comprends? Pour notre génération de gens âgés, aujourd'hui, tout s'est effondré. Il faut de l'ordre. Cela nous met en colère. Aujourd'hui, chacun agit à sa guise, dans le foutoir. C'est tout et n'importe quoi. Avant, l'ordre régnait. Il y avait de la discipline. Aujourd'hui, plus de discipline. Quand on chasse le naturel, il revient toujours au galop. Le bruit des chevaux
me fait oublier celui du passé qui a souvent rythmé mes rencontres avec l'ancienne génération. Je ne peux pas leur en vouloir de regretter le temps de l'URSS. À la lisière des grandes agglomérations, le temps s'est arrêté. Rien n'a changé pour les habitants en Sibérie. J'ai déjà vécu parmi les petits peuples du nord de ce pays. Une mosaïque d'ethnies, Evenks, Nenets, Dolgan, vivant au-delà du cercle polaire. Surpris, je découvre que les Sirkoupes habitent ici. Je m'aperçois qu'ils ressemblent à tous les Russes rencontrés dans le métro de Moscou. Sauf que eux, les Sirkoupes, possèdent ici un véritable trésor sous leurs pieds. Je pose une de mes questions favorites à Ivan. Tu as l'âme russe ou l'âme Sirkoupe? Ah, bien sûr, avant tout, je suis Sirkoupe. Mais en réalité, âme russe ou âme Sirkoupe, cela ne veut rien dire pour moi. Moi, je suis intimement lié à la forêt, aux fleuves, aux poissons, au gibier. C'est tout ça, je suis un homme de la nature. Sans la pêche, sans la chasse, sans toutes ces sensations, je ne peux pas vivre. Lorsque je pars une semaine en ville, au bout de 2 jours, je n'en peux plus. Plus rien ne m'intéresse. J'aime pas les bars, les discothèques. Je brûle seulement avec le désir de revenir chez moi, dans ma maison. J'ai un tel caractère qu'après 2 jours passés en ville, je commence à m'énerver. Je sens que je dois absolument rentrer. Vous savez, la conduite de gaz passe à 12 km d'ici. Oui, on est allé voir les tuyaux de gaz. On a vu les tuyaux, le gaz passe bien là, mais autour de la conduite, la nature a été dévastée, c'est le vide. Et après, on a repris notre vie de tous les jours. Je ne comprends pas la politique du gouvernement. Nous vivons sur des gisements de gaz et de pétrole. Les tuyaux passent sous nos pieds, mais nous n'en tirons aucun profit. En Occident, ils ont tout. C'est incroyable. Et chez nous, en Sibérie, on n'a rien. On vit comme avant, je ne comprends pas. Je suis allé en mission au Canada, qui ne possède pas de réserve comparable aux nôtres. Et pourtant, dans le Nord, leur niveau de vie est extraordinaire. Au Canada, le gouvernement agit pour le bien-être du peuple. Et chez nous, il ne pense qu'à ses propres profits. Внимание! Говорит Москва. Je ne suis plus très loin de Moscou, à peine 2000 km. Effaré, je domine la capitale de l'Eldorado sibérien, située dans une région colonisée 5000 ans auparavant par les chasseurs de mammouths. Bâtie grâce à l'argent du gaz et du pétrole, la ville de Khanty-Mansisk est la fierté de la galaxie Gazprom, le mastodonte de l'énergie en Russie. Le sol gelé est tellement gorgé de pétrole qu'il est impossible de construire des immeubles de plus de 12 étages. Les compagnies pétrolières de ce Koweït City de Sibérie représentent-elles un danger? C'est très bien d'extraire les richesses de notre sous-sol, mais le faire de façon intensive n'est pas raisonnable. Les dirigeants des grandes compagnies doivent comprendre que des hommes travaillent ici, et donc qu'ils vivent ici. Il faut qu'ils protègent notre environnement naturel pour le bien-être de la population. Nous aimons tous la nature, nous avons besoin de nos rivières et de nos forêts, de la pêche et la chasse. Ils doivent tout prévoir pour protéger la population. Il faut absolument que Moscou pense à nous et aux générations futures. Il faut tout faire pour cela dans notre magnifique région. Bravo Mikhail.
J'espère que tu seras entendu. Tous ces bâtiments sont construits sur le permafrost, la terre gelée en permanence. Le sol ne dégèle que sur une faible profondeur pendant le très court été. La ville est comme une île posée au milieu des plus grands marécages du monde qui s'étalent sur 5 millions d'hectares. C'est un phénomène naturel unique au monde, aussi unique que la profondeur du lac Baïkal. Et si en Occident tout le monde sait que le Baïkal contient 10% de nos réserves d'eau douce, en revanche très peu de gens au-delà de l'ex-rideau de fer connaissent l'existence de ces marécages. Un produit organique constitué de carbone, la tourbe, s'est accumulé dans ces marécages. Tout le monde sait aujourd'hui que lors du dégel, cela provoque un dégagement de méthane qui est responsable du réchauffement climatique subi par notre planète. On peut maintenant affirmer que les marécages de la Sibérie occidentale renferment depuis des milliers d'années du carbone en quantité énorme. Si le réchauffement climatique s'accélère, la glace pourrait libérer ce gaz qui s'est accumulé. Aujourd'hui, la fonte des glaces en Sibérie constitue un problème fondamental pour l'humanité. Si ce processus de gel-dégel s'accentue, la situation dans le nord-ouest de la Sibérie peut tout simplement devenir catastrophique. J'ai froid dans le dos à nouveau. Bon Dieu que c'est grand la Sibérie. Direction la sérénité et la quiétude avec les éleveurs de rennes qui vivent au pied des montagnes de l'Oural. Comme les Sirkoupes, les commis n'ont pas la physionomie à laquelle je m'attendais et ils vivent toujours à l'heure de l'Ancien Régime. Chacune de nos brigades possède en tout plus de 180 têtes de bétail. En ce moment, on en a rassemblé une trentaine. Michael, c'est le plus âgé. Dans les autres brigades où tu vas aller, ils sont tous jeunes. Quatre familles vivent dans cette isba perdue au fond de nulle part. Après les présentations d'usage, elles m'adoptent sans me poser plus de questions. Ma seule inquiétude, qui va vite se dissiper, communiquer avec le kolkhoz de San Paolo, situé à 300 km de Taïga. Cette radio fonctionne très bien. Je l'ai déjà utilisée. C'était il y a 20 ans chez les éleveurs de rennes et Venks du Kamchatka, à 7 fuseaux horaires de là. Rapidement, la glace est rompue entre moi et Volodia. Nous sommes des commis, des émigrés qui ont traversé l'Oural. Ils ont tous émigré, nos pères et nos grands-pères. Ils se sont enfuis depuis le nord. Ils avaient des rennes là-bas. Et ils ont couru comme des rats, dans toutes les directions au moment de la répression. Staline pour chasser les koulaks. C'est pour cela que mes parents sont arrivés jusqu'ici. Nous sommes nés ici. Et nous avons grandi ici. Nous sommes venus de la région de Mourmansk, de la Carélie, pour atterrir ici. On est des commis de l'Union soviétique. Auparavant, on parlait plusieurs langues, environ 4. Manchi, le komi, le khanty, le russe, et maintenant nous parlons tous le russe. C'est devenu la langue commune.
Avant, les rennes étaient plus nombreux. On en possédait beaucoup plus. Auparavant, l'État nous aidait. La reproduction s'effectue maintenant dans de mauvaises conditions, avec des pertes. Et puis il y a aussi les loups, de plus en plus nombreux. Avec les loups, cela devient difficile. Ils tuent beaucoup de nos bêtes. S'il y avait moins de loups, tout irait bien mieux. Je passe ainsi 3 jours et 3 nuits avec mes nouveaux amis, mes compagnons de fortune, celle de la vie. Dès le matin, c'est parti. Vers où? Je ne cherche pas à le comprendre. Et tout cela, toujours par moins 40. La tête me tourne et pour une fois, ce n'est pas la vodka. Enfin, plus rien à comprendre. Ils parlent tous dans leur langue, le khamti. Nous sommes les rois du monde. Dehors, vêtements en peau de renne. À l'intérieur, excellent steak de renne garanti. Comment tu vois le futur? Le futur, nos parents nous disaient « Allez à l'école, apprenez, apprenez, l'élevage de rennes, c'est fini ». On est devenus adultes, on a une famille et maintenant nous disons la même chose à nos enfants. Après nous, ils seront encore là et on leur aura tout appris. Volodia, Raïssa, Anton, il est temps de vous coucher. Pardonnez-moi de vous quitter. Demain, je dois franchir la frontière de l'Oural pour rejoindre l'Occident. J'en suis certain, je le dis à vous tous les Ivans,
et toutes les Olga. Chacun de notre côté, nous continuerons à vivre de simples moments d'éternité sans cesse renouvelés. А свечи плачут за людей, то плачут тише, то сильней, и осушить горячих слез не успевают. Но очень важно для меня, что не боится воск огня, что свечи, плача за людей, тают. Но очень важно для меня, что не боится воск огня, что свечи, плача за людей, тают.